Merci à tous d'être présents donc en distanciel et en présentiel pour cette conférence de presse. Merci également au studio Gym et Yoga, notre partenaire, de nous accueillir. Et je propose de rentrer dans le vif du sujet pour parler un petit peu de ce qu'est l'Agence des médecines complémentaires adaptées, sa raison d'être, ses missions et ses actions. Donc, je vais présenter un petit peu tout ça, puis Antoine Bioy, professeur en psychologie, responsable scientifique de l'agence, prendra la parole, ainsi que Marie Floccia, experte au sein de la MCA. Et puis, on fera ensuite circuler la parole, notamment aux personnes qui sont intégrées à l'écosystème de la MCA, et puis toutes les personnes ici présentes qui auront certainement des remarques ou des commentaires ou des réactions, ou que sais-je encore. En tout cas, elles seront évidemment les bienvenues. Alors, commençons par le début. Donc, médecine douce, médecine parallèle, médecine holistique, médecine intégrative, médecine complémentaire, alternative, etc. Et on pourrait continuer la liste pendant longtemps. Donc, cette pluralité de terminologie pour qualifier cet amas de pratiques utilisées par près d'un Français sur deux, des pratiques qui sont très différentes les unes des autres, des méthodes qui sont plus ou moins éloignées de la médecine, qui sont soit validées, soit inépprouvées par la science, et utilisées de façon complémentaire ou alternative. Tout le monde le sait ici. Parmi ces pratiques, certaines sont acceptées parce qu'elles sont de plus en plus intégrées dans l'écosystème de santé. D'autres sont plus éloignées de la médecine, elles sont généralement tolérées. Et puis d'autres, pour le moins douteuses, sont à juste titre dénoncées par les pouvoirs publics. Le problème, et on le connaît bien ici, c'est qu'une même pratique peut être plus ou moins adaptée, plus ou moins risquée selon tout un tas de critères. J'aime bien prendre cet exemple. Le sophrologue qui est bien diplômé, bien formé, va avoir une approche adaptée auprès de l'usager. Un sophrologue formé à la va-vite va potentiellement être risqué pour l'usager. Et puis, un sophrologue avec la volonté de nuire, clairement, va être risqué pour l'usager. Donc, on est bien parfois avec une même pratique qui peut être potentiellement bénéfique ou potentiellement risquée. Comment s'y retrouver? Le problème aussi, c'est le manque de régulation. Et ça aussi, on le sait tous, avec des pratiques qui sont somme toute finalement ni clairement interdites, ni clairement autorisées. Ce qui rend l'offre complètement floue et pléthorique pour l'usager, qui mêle des méthodes plus ou moins vertueuses et donc des méthodes aussi, au contraire, plus ou moins douteuses. Ce constat fait que les citoyens ont peu, voire pas de repères pour s'orienter, et ce d'autant face à une politique de désinformation, surinformation pléthorique, qui a l'air aussi des plateformes bien-être qui mêlent à peu près tout et n'importe quoi. Donc, ce sont ces réalités de terrain qui ont poussé à la création de l'Agence des médecines complémentaires adaptées, initialement l'Agence des médecines complémentaires alternatives. Donc, avec la volonté de pouvoir apporter des repères structurants et de déployer des actions utiles pour les citoyens, à l'image des dispositifs innovants qui se développent pour répondre aux besoins de santé. La MCA a souhaité répondre à un besoin de société. Ces besoins de santé, on connaît l'Institut Raphaël, le Centre Vitruve, des centres de santé intégrative qui se développent notamment au CHU de Bordeaux, etc. Donc concrètement, la MCA a pour objectif de réfléchir, d'agir, d'informer, de démocratiser. Alors, de réfléchir aux enjeux liés à ces pratiques, d'agir concrètement sur le terrain, d'informer les publics, citoyens et professionnels, et de démocratiser le débat sociétal. Ces 4 grandes missions, elles s'articulent autour de 5 pôles d'experts au sein de la MCA, sous la responsabilité scientifique du professeur Antoine Bioy, professeur en psychologie, et du professeur Gilles Verru, professeur en médecine. Donc, le pôle réflexion de la MCA qui produit annuellement nos rapports collectifs, le pôle action qui aide à l'ingénierie des projets de terrain de la MCA, le pôle information qui participe à des contenus d'information du site de la MCA, et puis la commission citoyenne qui contribue à démocratiser le débat sociétal, et depuis peu, une 5e branche qui soutient cette démocratisation, la collégiale, qui participe aux actions qui sont menées pour les citoyens, mais aussi pour les praticiens. Les experts de la MCA, ce sont à la fois des universitaires, des professionnels du soin, des hauts dirigeants, des élus ou encore des praticiens hautement qualifiés. Donc, des experts qui intègrent l'un ou l'autre de ces 5 pôles, tout en ayant la possibilité de contribuer de manière très transverse aux différentes réflexions ou aux différentes actions de l'agence. On pourra y revenir.
L'AMCA est entourée donc d'un vaste écosystème composé aujourd'hui de plus de 250 acteurs internes, donc impliquant les membres de ses conseils, de son conseil d'administration évidemment, de son conseil stratégique également et de son conseil scientifique. Également les membres de son équipe évidemment opérationnelle, les experts de ses pôles qualifiés, donc cités plus haut, et puis ses partenaires institutionnels. Enfin, la MCA, c'est aussi un réseau citoyen aujourd'hui qui rassemble 10 000 citoyens et 3 000 praticiens pour lesquels la MCA organise des actions de démocratisation. Le positionnement de la MCA est clairement affiché, donc favoriser l'essor des pratiques complémentaires adaptées tout en luttant contre les dérives et les méthodes alternatives. Par conséquent, elle s'appuie aujourd'hui sur les normes existantes et ne mobilise sur le terrain qu'un ensemble réduit de pratiques, alors 35 au total, c'est déjà pas mal, pour lesquelles il existe des normes de formation, soit réglementaires, soit universitaires. De quelles pratiques parle-t-on? Ces pratiques concernent, d'une part, les pratiques qui sont actuellement validées par la Haute Autorité de Santé ou recommandées par les autorités. Donc, on va penser, par exemple, au soutien psychologique, à la diététique, au sport, à l'activité physique adaptée. Et puis d'autre part, un socle réduit de pratiques complémentaires qui détiennent ces normes, donc par exemple les arts-thérapies, par exemple l'ostéopathie, la sophrologie, la réflexologie, etc. Je ne vais évidemment pas toutes les citer. Préciser évidemment que la MCA informe sur toutes les pratiques, qu'elles bénéficient ou pas de ces normes d'ailleurs, pour sensibiliser à l'existant, pour répondre aussi aux questionnements typiques ou encore pour alerter sur les risques liés à certaines approches. Alors, pourquoi la MCA ne mobilise pas toutes les pratiques? Voilà une question qui nous est souvent posée et je vais essayer d'y répondre de manière très simple. Alors, simplement dire que la MCA n'a ni vocation ni la légitimité, surtout, à dire ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas. Et donc, par conséquent, elle s'appuie, en tout cas aujourd'hui, sur les maigres normes existantes dans le domaine et tente de prioriser en renforçant un petit peu les actions pour favoriser l'assise de ces pratiques. Alors, il est évident que d'autres pratiques ont une place à prendre dans l'écosystème, tandis que certaines sont clairement à bannir, hein, disons-le clairement. Mais il est aussi évident que ce n'est pas à nous, ce n'est pas à l'association que nous sommes d'en décider. Et pour nous, je pense en tout cas, il est bon d'y aller en tout cas par étapes. Et puis, concrètement, comment pourrait-on finalement favoriser l'essor de pratiques qui ne bénéficient pas aujourd'hui de normes lorsque celles qui en ont aujourd'hui peinent à trouver une place dans l'écosystème? On pourrait aussi se poser la question, comment on pourrait soutenir cette acceptation collective alors même que celles qui sont réglementées par la loi sont parfois accusées de charlatanisme? Donc, à notre sens, en tout cas aujourd'hui, aux experts de terrain de continuer d'œuvrer à structurer de façon collective les pratiques qui gagneraient à l'être. Et là, on pourra faire, par exemple, réagir Elisabeth Breton, qui est en plein dans ce combat avec la réflexologie. Donc, autrement dit, le positionnement de la MCA implique 3 axes aujourd'hui. Donc, mobiliser aujourd'hui uniquement les pratiques qui ont cette assise-là en termes de formation, d'informer sur tout l'existant dans le domaine et d'alerter sur les méthodes qui sont clairement déviantes. Ces activités s'articulent aujourd'hui donc autour de 4 domaines, les études sociétales, les actions de terrain, les publications et les événements. Donc, quelques exemples concrets, sans tous les citer. Donc, on a mené par exemple une étude avec la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat qui visait à questionner les attentes des Français en matière de prévention pour formuler des recommandations en la matière. Le premier rapport de la MCA également visait notamment à porter une enquête de terrain auprès de 42 centres sanitaires pour identifier les pratiques déployées en leur sein, 278 au total, ce qui n'est pas neutre. En termes d'action de terrain, nous avons porté également un programme d'1 an en EHPAD qui visait à accompagner, à mettre en œuvre et à coordonner un programme de prévention pour les 180 salariés. Ou encore, on peut citer cette journée intergénérationnelle que nous porterons demain ici même et qui vise à rassembler les générations, seniors et lycéens, autour de la prévention pour créer du lien, pour favoriser le partage des savoirs autour de la prévention. En termes de publication, 2 exemples également, donc une collection d'ouvrages que nous portons aux éditions Michalon pour diffuser le savoir à travers des focus par pratique. Donc, nous avons fait un focus sur l'homéopathie, sur la sophrologie, sur les arts-thérapies, sur la réflexologie, et puis bientôt en juillet sur l'ostéopathie.
Et puis, surtout, nous déployons du contenu d'information éclairé sur notre site pour démocratiser le sujet, à la fois auprès du grand public et auprès des professionnels, donc à travers des articles à thématique, des brèves, des interviews d'experts, des fiches pratiques, des guides, etc. Et enfin, en termes d'événements, donc citons 2 exemples, un colloque sur les dérives en santé qui avait vocation à sensibiliser à la diversité des dérives en santé, en présence d'acteurs tels que la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, la Ligue contre le cancer, des chercheurs, des élus, etc. Ou encore plus récemment, un colloque sur la prévention pour débattre à l'Assemblée nationale sur la culture de la prévention et les leviers d'accès, évidemment, à cette prévention à tous les âges de la vie. Enfin, la MCA, c'est aussi la création de 2 espaces professionnels tout récents, l'espace de formation pour la prévention santé et l'espace de santé durable. L'espace de formation pour la prévention santé, c'est un centre certifié Calliope qui déploie des formations au cœur des organisations, autour de la prévention évidemment, et puis plus particulièrement autour de 3 axes, la qualité de vie au travail, la relation et la communication, et l'accompagnement, et qui propose aussi des formations spécifiquement aux praticiens pour une montée en expertise dans le champ des fragilités et évidemment pas dans le champ de leur technicité, pour lequel ils sont déjà formés. L'espace de santé durable est un espace qui déploie un panel d'activités au cœur des organisations et qui va proposer, par exemple, des séances bien-être, des ateliers pratiques, des conférences, des séminaires, etc. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que plusieurs actions ou partenariats ont déjà été portés par ces espaces, permettant par exemple la mise en place de formations à thématiques pour les praticiens issus de disciplines variées, réunissant des diététiciens, des réflexologues, des art-thérapeutes, un programme de 10 formations en cours pour les salariés d'EHPAD, notamment pour la qualité de vie au travail, et puis une journée de formation avec l'Association nationale de formation hospitalière qui visait à sensibiliser les salariés des EHPAD et des hôpitaux à la thématique des médecines complémentaires qui s'y intègrent de façon croissante. Au total et en 3 ans, la MCA, c'est plus de 50 actions menées, c'est plus de 200 contenus d'information sur son site et c'est plus de 300 médias qui relaient ces actions dans les différents médias. Mais au total, le sujet des médecines complémentaires et alternatives au sens large sont aussi évidemment des praticiens remarquables qui œuvrent sur le terrain, mais aussi parfois des praticiens en manque de compétences ou d'expertise qui participent à la confusion, aux questionnements qui émergent dans la société et malheureusement aux polémiques sur le sujet qui desservent ces professions qui ont une place à prendre. Alors, pourquoi la MCA ne me répond pas? Pourquoi ne m'aide-t-elle pas à développer mon projet? Pourquoi n'organise-t-elle pas au moins un entretien? Autant de questions qui nous sont fréquemment posées et je vais essayer de la même manière d'y répondre de façon très, très simple et synthétique. Alors, simplement dire que nous sommes une toute petite équipe au four et au moulin et j'aime à dire qu'il y a, je pense, depuis le début, un énorme décalage entre notre visibilité ou survisibilité et notre réalité de terrain. Avec finalement, et il faut le dire, et je tiens à le redire, un surcroît de sollicitations par rapport au possible. Et il nous faut donc prioriser par nécessité à toutes ces sollicitations. Entre parenthèses, j'ai 1800 mails en attente sur ma boîte mail professionnelle, sans compter celle de l'équipe. Donc, prioriser d'abord les sollicitations qui répondent directement à nos missions et celles qui contribuent aussi à la pérennité de l'association parce que notre enjeu aujourd'hui aussi, c'est celui de la pérennité de nos actions, évidemment. Donc, je le redis tout simplement, il n'y a dans le manque de réponse, évidemment, aucun rejet de principe, mais vraiment une impossibilité matérielle. Nous faisons ce que nous pouvons. Et puis, rappelons aussi ce positionnement innovant, je crois, de la MCA, qui est aussi parfois complexe à saisir et à transmettre, d'une association qui ne milite pas, malgré son nom, pour les pratiques complémentaires, mais qui défend, in fine, une vision de la santé intégrative et qui, de fait, implique une volonté de contribuer à structurer ces pratiques. Mais encore une fois, ce n'est pas à l'association de décider de cette structuration, mais plutôt d'essayer de guider à partir de l'existant, d'éclairer le citoyen. En termes de perspective, la MCA a 3 objectifs. Le premier, soutenir la professionnalisation et la valorisation des praticiens qualifiés,
C'est la raison pour laquelle elle a mis en place un processus particulièrement minutieux et rigoureux de sélection des praticiens parmi les 3000 praticiens professionnels de son réseau citoyen. Deuxième objectif, poursuivre et développer sa dynamique collective impliquant l'ensemble des acteurs de l'écosystème pour construire des synergies évidemment avec les acteurs de terrain, avec les experts, avec les praticiens, avec les centres de santé, les entreprises. Et puis, renforcer l'accès à l'information éclairée en augmentant notamment les contenus d'information sur son site, à la fois pour le grand public et pour les professionnels, ou à travers évidemment les ouvrages qu'elle publie aux éditions Michalon. Et puis, d'autres projets en cours en faveur notamment de l'accès aux pratiques et aux praticiens, mais que je n'évoquerai pas ici, qui, s'ils se confirment, seront annoncés dans les prochaines semaines. Enfin, et pour terminer, comme vous le savez, le ministère de la Santé lance un groupe officiel et national de travail sur les médecines complémentaires. Vous annoncez que la MCA a été sollicitée pour y contribuer, donc nous en sommes évidemment naturellement ravis et honorés. Et nous l'accueillons comme une reconnaissance de ce travail collectif d'intérêt général que nous menons depuis plus de 3 ans. Et c'est donc dans ce cadre que j'intégrerai ce groupe de travail aux côtés du professeur Antoine Bioy pour apporter ensemble notre expertise du sujet et porter conjointement la vision de terrain de la MCA. Donc voilà pour la présentation synthétique de ce qu'est la MCA. Donc je propose à présent de donner la parole au professeur Antoine Bioy, responsable donc, scientifique de la MCA, pour s'enrichir de son regard, de son expertise et de son expérience du sujet. Puis juste derrière, nous donnerons la parole au docteur Marie Floccia, nouvellement experte au sein de la MCA et qui est chef de service au CHU de Bordeaux, qui pourra nous parler du centre de santé intégrative en son sein et qui présentera également sa vision et donc ce qu'elle porte concrètement sur le terrain. Et puis, cela permettra aussi d'ouvrir le débat en donnant la parole à tous, d'abord aux acteurs de la MCA qui sont ici, pour compléter aussi la vision du sujet et de l'association à laquelle ils participent, et puis bien sûr, enfin à tous ceux qui la découvrent pour réagir. Merci beaucoup. Antoine, je te laisse la parole. Ah, il faut que tu mettes ton micro, Antoine. Voilà. Cette fois-ci, c'est moi qui te demande un signe, savoir si... ok, merci Eric. Je vais faire court, peut-être vous présenter un petit peu justement ce pôle scientifique à la MCA, quel est son rôle, ce qui a été fait, peut-être une petite ouverture sur la fin du propos. Le plus intéressant sera bien sûr le dialogue que nous aurons par la suite. En fait, globalement, jusqu'à présent, le pôle scientifique s'est intéressé à 2 thématiques. D'abord, arriver à trouver des définitions, des voies de définition, et également de pouvoir définir un certain nombre de méthodologies qui s'appuieraient à la fois sur les savoirs scientifiques et aussi sur les savoir-faire. Et comme l'a déjà dit Véronique, c'est loin d'être une mince affaire, et j'y reviendrai tout à l'heure. Également, elle s'est intéressée aux critères qualité-sécurité. Et ce sont en fait les 2 premiers rapports qui ont été faits au sein de l'AMCA, pardon, moi je le prononce tout le temps comme ça, de l'AMCA, que vous pouvez retrouver sur le site internet. Le rapport 2021 qui avait donc vocation à poser les bases des thématiques transverses liées aux pratiques complémentaires. Donc ce sont les définitions, c'est les méthodes d'évaluation qui existent actuellement, c'est une sorte de panorama des typologies de formation. Ce n'est pas l'ensemble des lieux de formation, mais des typologies de formation existants, la façon dont c'était intégré au sein des services à la suite d'une enquête sur le terrain, et puis également la question des dérives et quand est-ce que la ligne rouge ou le drapeau rouge pouvait être dressé. Ça, c'était effectivement pour le premier rapport 2021. Et en 2022, c'est donc intéressé aux critères qualité-sécurité. On a préféré ne pas partir sur le terme de dérive pour la raison que disait tout à l'heure Véronique, c'est-à-dire que l'AMCA n'a pas du tout vocation à être là en juge de paix, ou parfois pas de paix, d'un certain nombre de pratiques, et de dire à nos yeux, ça c'est bon, ça c'est pas bon. On s'appuie plutôt sur ce que les pouvoirs publics légitiment ou ne légitiment pas. Et on a donc préféré partir vers quelque chose qui nous paraissait effectivement plus vertueux, c'était ces critères qualité-sécurité, c'est-à-dire d'essayer de construire des repères structurants qui pouvaient qui pouvaient se formaliser sous la forme de recommandations. Donc il y a 65 recommandations, comme vous pourrez le découvrir, pour certaines qui concernent les praticiens, pour certaines qui sont à destination des organisations, et pour certaines qui sont à destination des usagers.
Et les 3 axes, en fait, développés par l'AMCA dans ce rapport de 2022 étaient, pour le premier, quels sont les prérequis qui sont essentiels aux praticiens pour exercer de façon adéquate une pratique complémentaire. Par exemple, on s'est intéressé aux durées minimales, etc., en fonction de l'existant et de ce qui était déjà indiqué dans un certain nombre d'écrits. Comment les intégrer? C'est la deuxième question, de façon adaptée au cœur des organisations. Et la troisième question était sur comment se repérer en tant qu'usager par rapport justement à ces pratiques, puisque notamment l'un des axes que l'on défend à l'AMCA et au pôle scientifique en particulier, et de dire que tout cela ne pourra fonctionner qu'avec une certaine éducation également du public. Ce n'est pas qu'une affaire de praticien ou d'institution, mais il y a aussi quelque chose qui relève aussi de l'éducation du public, c'est-à-dire d'une sensibilisation, d'une information qui permet précisément que les choses puissent être entendues et que aussi parfois les usagers osent poser un certain nombre de questions lorsqu'ils s'adressent à des praticiens. Globalement, donc, le pôle scientifique a travaillé sur ces deux projets. Il y a également des actions plus ponctuelles qui ont été menées, par exemple les fiches métiers qui sont également sur le site Internet, qui ont vocation aussi à évoluer. Si jamais vous repérez dans ces fiches des choses qui vous paraissent à préciser, bienvenue évidemment. Ce n'est pas une encyclopédie arrêtée à un moment donné, mais de travailler effectivement sur ces fiches métiers pour donner précisément des éléments d'information. Parfois, il nous arrive également de donner notre avis à l'AMCA sur des thématiques qui sont à explorer ou pas lorsque notamment Véronique ou son équipe nous sollicitent pour savoir si quelque chose paraît pertinent ou pas à explorer, de quelle façon. Parfois, il s'agit aussi d'aller rechercher de la bibliographie ou de s'intéresser à la méthodologie. Donc, ça peut être comme ça des actions qui sont assez ponctuelles sur lesquelles on peut être sollicité, mais voilà, lorsque la demande arrive, on essaie d'y répondre. On n'est évidemment pas du tout les seuls dans cet écosystème, très très loin de là. Et là aussi, comme Véronique l'a indiqué tout à l'heure, l'AMCA a 3 ans, donc c'est vraiment extrêmement jeune. On est évidemment en dialogue avec d'autres organisations qui ont vraiment leur pôle d'expertise particulier et leur pertinence. Je vais en citer que 2, pardon, pour les autres, mais on est en dialogue notamment avec la NPIS, qui est la société savante dont l'objet principal sont précisément sur les interventions non médicamenteuses et qui font un très très important travail justement sur les bases de la reconnaissance scientifique, sur les critères, notamment méthodologiques, attenant à ces pratiques. Et donc, on est en dialogue avec cette structure. Et puis également le CUMIC, qui est le Collège universitaire de médecine intégrative et complémentaire, dont vraiment le champ d'expertise sont les formations universitaires. Et c'est vraiment l'intervenant pour la question des formations universitaires en lien avec ces pratiques. Donc, il y a évidemment des dialogues qui existent avec d'autres organisations. Et puis, on essaie de voir comment les choses peuvent s'articuler les uns avec les autres. J'allais dire peut-être en ouverture, au-delà de ces aspects de réalisation, de choses sur lesquelles on peut être interpellé, de mise en dialogue aussi avec des collègues d'autres structures, on essaye aussi de mener une réflexion au pôle scientifique sur justement les thématiques dont il est question, parce que on est quand même face à un objet qui est tout à fait particulier. J'emploie le terme d'objet au sens scientifique du terme, un objet scientifique, c'est-à-dire ce à quoi on va porter de l'attention et que l'on va essayer d'explorer et de pouvoir en tirer quelque chose, parce que ce sont des pratiques qui, pour certaines, existent depuis longtemps, qui ont une forme de légitimité et de construction par le savoir-faire, par la pratique. Il y a d'autres aspects qui vont entrer en ligne de jeu. Parfois, la théorie va pouvoir être remise en question. Parfois, il n'y a pas de théorie du tout. Parfois, il y a des pratiques qui vont être beaucoup plus récentes et qui vont supposer être supérieures à ce qui existe, etc. Enfin, le champ est extrêmement vaste de l'ensemble de ces pratiques, et surtout, c'est un champ qui est particulièrement polémique. Je crois qu'il y a quand même peu de champs dans lesquels il existe autant de tensions, parce qu'il y a beaucoup de croyances qui sont associées à ces pratiques-là. Il y a beaucoup de besoins de reconnaissance. Précisément, je citais tout à l'heure un certain nombre de pratiques qui sont très en demande de cela, évidemment, ou parfois de légitimité. Il y a en tout cas beaucoup de convictions des uns et des autres, et il y a énormément d'intervenants. Et c'est vrai que l'une des premières difficultés, notamment lorsqu'on a dû travailler sur le rapport publié en 2021, notamment sur les définitions, a été précisément de se heurter à la pluralité des définitions et au fait qu'en réalité, aucune définition n'était totalement satisfaisante
parmi toutes les terminologies qu'a citées Véronique Suissa au début. C'est-à-dire qu'elles ont tous leurs avantages et leurs inconvénients, et qu'il est assez compliqué d'être tout à fait consensuel entre interventions non médicamenteuses, les médecines douces, les pratiques complémentaires. Donc c'est un champ qui est mouvant, c'est un champ qui paradoxalement est en construction, et le gros avantage actuellement, c'est qu'effectivement, on sent qu'il y a une confluence de volonté, de conviction, et là on l'espère évidemment également de la part des pouvoirs publics, pour arriver à donner une forme à peu près convenable à finalement une forme de renouveau dans les pratiques médicales, et j'entends la médecine ici comme étant vraiment le champ de la santé au sens large. Donc il y a à la fois une volonté qui est en train d'émerger avec énormément d'acteurs de terrain, avec énormément de difficultés parfois à trouver un langage commun au-delà des convictions que l'on peut tous partager. Et ce que l'on essaye, en tout cas au pôle scientifique, de maintenir, c'est aussi la question parfois du bon sens dans les approches, et de voir jusqu'à quel point ce bon sens peut aussi tenir, et de maintenir aussi la possibilité du doute, et du doute créatif. C'est un milieu dans lequel il y a beaucoup de, je le disais, de convictions tout à l'heure, il y a beaucoup d'affirmations aussi, et c'est vrai que l'on essaie de maintenir une position de doute, c'est-à-dire d'explorer autant que possible en essayant d'intégrer à la fois la part d'incertitude, d'évolution, de mouvance qui peut être associée à telle ou telle pratique, et de pouvoir voir comment finalement une modélisation serait possible, encore une fois en dialogue avec d'autres organisations, et puis appuyer sur l'ensemble des potentiels qu'a cité Véronique tout à l'heure. Voilà globalement pour le rôle du pôle scientifique, à la fois les rapports, notamment sur des thématiques sur lesquelles on peut être sollicité, parfois des actions plus ponctuelles comme les fiches métiers ou d'autres éléments sur lesquels on travaille avec l'équipe également de Véronique, et puis d'essayer de maintenir un regard le plus ouvert possible avec cette notion de doute créatif, mais une exigence également évidemment en termes de critères qui permettent d'avancer, qu'il s'agisse des critères scientifiques, mais aussi, je le disais, des critères parfois de bon sens, parce que la science n'a pas encore forcément toutes les réponses d'emblée, et donc il faut aussi bien sûr faire avec l'existant, donc tout ce qui peut avoir de compliqué à approcher, compliqué pour nous, évidemment, mais de pouvoir aussi voir comment tout cela peut être intégré de la façon la plus pertinente possible. Voilà. Et dans une association, comme le disait Véronique, qui malgré tout est jeune, 3 ans, donc on inclut aussi tout à fait dans ce parcours-là toutes les errances que l'on peut avoir parfois sur différents chemins, et les hésitations que l'on peut aussi avoir sur les chemins. Ce qu'on essaie de maintenir, en tout cas, c'est le dialogue, et ce qui est parfois compliqué à assumer, c'est les procès de mauvaises intentions, mais on essaie de les traverser pour avancer. Voilà pour ces quelques mots que je souhaitais partager avec vous. Et je vais peut-être faire le chef d'orchestre, du coup, si j'ai bien entendu, c'est le docteur Marie Fossia qui prend la suite de cette intervention avant la phase de dialogue. Merci Antoine. Je propose de passer la parole tout de suite à Marie Floccia. Et je vois une question que je n'ai pas eu le temps de lire, mais je vois bien-être, thérapeutique, contradiction. Donc Antoine, ça mérite qu'on la lise, on prendra le temps, mais peut-être qu'on continue avec déjà Marie Floccia pour y répondre. Merci beaucoup. Bonjour, vous m'entendez bien? C'est bon comme ça? Parfait. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci beaucoup de m'avoir invité à parler. Effectivement, moi, je suis une toute nouvelle membre de l'agence, et c'est vrai que je suis très honorée d'en faire partie maintenant. C'est pour nous, genre du terrain, extrêmement intéressant de pouvoir travailler au sein de l'agence, car elle est le relais de notre voix du terrain. Et c'est capital à nombreux niveaux. Alors, en fait, moi, je suis donc médecin hospitalier, je travaille au CHU de Bordeaux, je suis gériatre, également algologue, donc spécialiste de la douleur, et je m'occupe d'un service qui s'appelle Service douleur et médecine intégrative, dans lequel il y a les différents centres douleur, centres de traitement de douleur de l'hôpital, donc adultes et enfants, et également un tout nouvel institut qui également a 3 ans, et qui s'appelle IMIC, Institut de médecine intégrative et complémentaire, et dont je vais parler un petit peu après. Donc en fait, nous, pour nous, la présence de l'agence est vraiment importante. Vous allez comprendre, je vais développer un peu comment on fonctionne au CHU de Bordeaux. Donc en fait, au CHU de Bordeaux, il y a une très forte culture assez ancienne qui date d'une quinzaine d'années, principalement autour de l'hypnose clinique et thérapeutique, puisque ça a commencé à se développer, je vous dis, il y a 15 ans, avec beaucoup de formations, un soutien très fort
au niveau de la coordination des soins, autour de la formation pour les soignants, puisqu'à ce jour, on a quand même 1700 soignants sur le CHU de Bordeaux qui ont une sensibilité ou qui sont formés à l'hypnose, donc avec des formations courtes ou plus ou moins longues, hein, ça dépend. En tout cas, il y a beaucoup de gens. 1700 soignants, ça fait plus de 10% du personnel soignant de l'hôpital. Donc, vous voyez que ça fait quand même vraiment une grande sensibilisation à l'hypnose clinique et thérapeutique. En parallèle, il y a autre chose qui s'est développée. Alors, évidemment, l'hypnose clinique et thérapeutique, elle est axée pour les patients qui sont hospitalisés. En parallèle, s'est développée depuis 2015 la méditation de pleine conscience. Là, principalement, initialement, pour le personnel hospitalier, d'abord pour les médecins, en fait, et puis c'est venu ensuite sur tout le personnel hospitalier, là, soignant et non soignant. Et donc, à ce jour, je suis désolée, il y a du bruit derrière moi, à ce jour, on a 900 personnes du personnel hospitalier qui ont suivi une formation de méditation de pleine conscience, type MBSR, hein, donc les formations de mindfulness basées sur 8 semaines, dont aussi, pareil, 150 médecins et donc la majorité non médicale. Fort de toute cette culture pour laquelle on avait un soutien institutionnel, surtout au niveau des soins très fort, en 2018, on avait rencontré le directeur de l'hôpital et le président de la commission des médecins, et on avait proposé de créer un institut qui au début ne s'appelait pas comme ça, qui s'occuperait des thérapeutiques non médicamenteuses, et notamment ce qu'on connaissait, évidemment, l'hypnose et la méditation. Donc l'IMIC, donc on a appelé Institut de médecine intégrative et complémentaire, a ouvert ses portes en janvier 2019. C'est un service, donc c'est une unité qui appartient au service, je vous ai dit, douleur et médecine intégrative, qui lui-même appartient au pôle des neurosciences, ce qui correspond, enfin en tout cas nous, ce qui correspond tout à fait avec la dynamique qu'on voulait donner. Les objectifs qu'on s'est donnés dans cet institut, c'était d'accompagner ce qui se faisait au niveau des thérapeutiques non médicamenteuses à l'échelle du CHU, et surtout pas faire à la place. C'était aussi de soutenir, mais de laisser évidemment se développer toute la force et le dynamisme qu'il y avait dans les services. C'est une unité qui est tournée essentiellement au niveau des indications dans ce qu'on sait faire aussi, que sont la douleur chronique et les maladies neurodégénératives, principalement Parkinson et maladie d'Alzheimer. Et aussi, c'est une unité qui est tournée vers donc pour les patients et aussi vers le personnel hospitalier, pour la gestion du stress, pour également, on travaille beaucoup avec le service santé au travail. Donc, on a ouvert finalement ce service avec l'idée qu'on allait offrir aussi des soins externes, que ce ne soit pas que en interne pour les patients d'un point de vue hypnose et méditation sur ces indications dont je vous ai parlé. Et évidemment, c'est un CHU, donc nous avons de la recherche qui est en cours avec des protocoles qui sont financés, avec des formations académiques qu'on transmet, bien entendu. Et puis, l'idée qu'on aurait à terme, c'est de faire rentrer d'autres méthodes qui seraient validées scientifiquement, sur lesquelles on souhaiterait travailler, ou qu'on souhaiterait valider éventuellement avec la recherche académique telle que nous, on l'entend dans un CHU. L'objectif qu'on a finalement, et ça revient, je vois un peu ce que disaient Véronica et Antoine, c'est que nous, ce qu'on veut surtout, c'est travailler dans un champ plus vaste que le soin, c'est travailler dans le champ de la santé, par le biais de l'autonomisation des patients, par le biais de la prévention. Et donc tout ça, ça a un coût. Et donc on passe énormément de temps à réfléchir pour savoir comment être à l'équilibre financièrement à l'échelle d'un CHU, puisque pour le moment, c'est quand même un vrai problème. Il y a très peu de valorisation de ces méthodes, même si on connaît l'efficacité, on ne reviendra pas sur toutes les études qui montrent qu'effectivement, en tout cas en ce qui concerne les deux méthodes que je connais le mieux, que sont l'hypnose et la méditation, en douleur, les résultats ne sont pas approuvés. Donc, on bloque effectivement à ce niveau-là. On bloque aussi sur le fait, ce que vous avez dit tous les deux avant, qu'on passe beaucoup de temps à prouver à nos confrères et aux instances ce que nous faisons, donc à ressortir les résultats, les niveaux de preuve, etc., afin d'éviter les amalgames et avec toutes les méthodes déviantes. Et malgré ça, malgré le fait qu'on a un CHU très sensibilisé, très imprégné de toutes ces méthodes, avec un institut qui est pour le moment unique en France, mais on sait qu'il y a plusieurs autres hôpitaux qui regardent et qui sont venus voir ce qu'on faisait pour voir comment monter la même chose. Malgré tout cela, au sein du CHU, ça reste très compliqué d'appliquer parfois et de justifier constamment ce qu'on fait. Donc effectivement, pour nous, faire partie et travailler avec l'agence, vous comprenez que c'est extrêmement intéressant, puisqu'on a besoin d'un soutien, on a besoin de travailler en union au niveau national pour avancer ensemble, à la fois les faiseurs que nous sommes et les décideurs, sur ces voies qui pour nous, pour nous et même au-delà de nous, sont très, très clairement nécessaires pour le soin et pour les patients.
Donc, on a vraiment besoin de ne plus être seul, de parler ensemble à plusieurs voix, à la fois les soignants, les usagers, les politiques, le grand public, pour démocratiser et diffuser ces pratiques pour le mieux-être de nos patients. Et c'est en cela qu'effectivement, le rôle de l'AMCA, et pour moi aussi je dis AMCA, mais j'entends qu'il faut dire AMCA, je suis désolée, est absolument central. Donc, travailler en lien avec la MCA est quelque chose d'important, et on espère que notre voix du terrain peut aider justement à continuer à porter la voix plus haut, plus haut et plus loin. Merci. Et je suis évidemment prête à vos questions. Merci, merci Marie. Je propose que, juste pour enchaîner, alors, peut-être l'écho, et justement, avant de passer à toutes les questions, il y avait une question qui a été posée, Antoine va y répondre, et ensuite, on pourra partir sur un échange et répondre à toutes les questions, si ça vous va. Oui, oui, très bien. On ne t'entend pas, Antoine. Ah, moi, c'est ouvert. C'est ouvert de mon côté. La Marie me dit qu'on m'entend. Oui, c'est bon. C'est la présentielle. Oui, oui, la question est intéressante. En fait, elle est à triple entrée. La première, je vais y répondre. Première entrée, je vais y répondre assez rapidement. Si vous saviez le temps que l'on a passé à discuter même de la question de l'alternatif, alors qui en fait était au début en fait une définition de l'OMS. C'était vraiment la reprise en fait de l'AMCA est un terme qui était internationalement reconnu, et donc du coup, mais effectivement qui prête à énormément de confusion, et dans l'esprit de l'AMCA, c'était très clair que c'était de lutter contre cette dimension-là. Mais voilà, donc vraiment, il y a eu beaucoup de discussions. Je le rappelais tout à l'heure, il n'y a aucune définition, aucune terminologie en fait qui ne prête pas à confusion d'une façon ou d'une autre. Je vais en citer un autre qui est le thème particulièrement d'intervention non médicamenteuse, où je discute parfois avec le professeur Grégory Nino, qui dirige la Société savante dont on parlait tout à l'heure, pour savoir si on doit inclure… Oui. Pardon, je te coupe, parce que les gens en présentiel n'ont pas lu la question. Ah, pardon, bien sûr. Alors, peut-être juste si on peut la rappeler. Bien sûr. N'y a-t-il pas une contradiction? C'est une question de Michel Pidou. Et n'y a-t-il pas une contradiction entre votre interdiction de visée thérapeutique, qu'il a mis entre guillemets dans vos référentiels, et la définition de médecine alternative, il l'a mis entre guillemets, qui sous-tend qu'on remplace en gras une intervention conventionnelle par une thérapeutique non conventionnelle en vue d'une guérison, donc thérapeutique, par un non-médecin, par exemple. Donc, je vais répondre sur la question de l'alternatif, la question du droit, et la question de l'ambiguïté également de certaines pratiques, y compris celles qui sont parfaitement reconnues. Donc, sur l'alternative, c'est voilà, comme je disais, les définitions ont toutes des marches un peu sombres, et je citais à l'instant donc parfois les conversations qu'il m'arrive d'avoir avec le professeur Grégory Nino sur le fait de savoir si dans les interventions non médicamenteuses, on va inclure les psychothérapies ou pas. Dans les nomenclatures internationales, c'est le cas. Dans la tradition francophone, beaucoup moins, les études sont un champ à côté, et donc, y compris ce terme-là qui pourrait faire, on pourrait le penser consensus, en fait, ne le fait pas sur tous les aspects. Donc, c'est vrai qu'on essaie de prendre le mieux des meilleures définitions, et finalement, à l'AMCA, Véronique et la responsable de l'AMCA ont décidé d'essayer d'évacuer cette question, mais étant adaptée à la fin plutôt qu'alternative, pour cesser justement avec ces questions qui, en fait, n'ont pas de bonne réponse. On est sûr, nous, du contenu qu'on y met, c'est-à-dire la lutte contre les pratiques alternatives. Maintenant, le terme est ambigu, donc voilà, il y a eu cette tentative pour essayer de gommer ça. La deuxième, c'est que la dimension du thérapeutique, en fait, elle n'est pas définie par nous. C'est ce que disait Véronique tout à l'heure. On s'appuie aussi sur ce que les pouvoirs indiquent. Et la définition du thérapeutique, elle est inscrite dans la loi, en fait. C'est-à-dire que c'est, je crois, la Cour de cassation de 45 ou 46, et c'est toujours une réglementation qui est à court, qui définit, pardon, ça va être de mémoire, hein, je n'avais pas pensé à ressortir la définition, mais globalement, le thérapeutique, c'est la possibilité de diagnostic avec une intervention centrée sur une problématique de santé en vue de pouvoir la corriger ou de l'éliminer lorsque possible. Et donc, ça fait intervenir des voies du médical ou du chirurgical. Mais la définition, en fait, en termes de loi, ça existe, et ça mène précisément à ce que toute intervention thérapeutique fasse partie du Code de la santé publique et relève par défaut d'un acte médical, et dans certains cas par délégation d'un acte psychothérapeutique. C'est la raison pour laquelle notamment les psychologues qui ne sont pas médecins sont psychothérapeutes et ont cette activité thérapeutique, ou que certaines professions
paramédical puisse, par délégation, et notamment lorsqu'il y a des décrets de compétences, mener des actes qui sont inclus dans le Code de santé publique. Donc, en fait, c'est une définition légale. Le thérapeutique, ce n'est pas l'AMCA qui décide de ce qui est autorisé ou de ce qui ne l'est pas. Et donc, effectivement, on reprend simplement l'existant de la loi française, c'est-à-dire lorsqu'un acte a cette intention qui commence par une activité diagnostique pour ensuite aller vers une action correctrice en santé, voire d'élimination du symptôme, c'est défini dans la loi française comme étant du thérapeutique et donc relevant du Code de santé publique, c'est-à-dire d'un acte médical par nature. Et effectivement, le reste, et qui est tout à fait noble par ailleurs, c'est la question de la prévention et la question du bien-être en santé, dont relèvent par exemple les sophrologues lorsqu'ils ne sont pas thérapeutes. Donc il y a effectivement voilà, une reprise simplement de la loi telle qu'elle existe dans les textes présents dans ceux de l'AMCA. Ensuite, il y a la possibilité, bien sûr, de discuter, je le disais tout à l'heure, tout n'est jamais très franc, donc il y a des activités qui sont des activités à la lisière d'eux. Quelqu'un qui demande par exemple à ce qu'il y ait une intervention sur les troubles du sommeil, sur un arrêt du tabac, dans quel champ est-ce que l'on se situe, c'est évidemment une réponse qui est compliquée et donc qui est à voir au cas par cas. En tout cas, ce qui est clair, c'est que ce que l'on défend, et on est loin d'être les seuls, l'AMCA et au pôle scientifique, c'est que de toute façon, dans les pratiques, il ne doit jamais y avoir de mise en danger du patient, jamais de perte de chance du patient, et il faut que le patient puisse avoir accès à quelqu'un qui a compétence pour poser un diagnostic, qui doit être vraiment la première étape. Voilà. Ensuite, une personne qui pose le diagnostic, parce qu'elle a compétence à le faire, peut orienter vers quelqu'un qui va pratiquer plutôt dans le champ de la prévention du bien-être, plutôt qui va aller directement dans la psychothérapie ou dans autre chose. Mais en tout cas, ce sont ces trois règles-là, c'est-à-dire pas de mise en danger, pas de perte de chance, et qu'il y ait pour le patient un accès à la question du diagnostic lorsque nécessaire. La troisième dimension, pour malgré tout ne pas donner l'impression que tous les repères sont clairs, sont fixes, et qu'il n'y a pas de zone d'ombre, je vais citer quelque chose que je connais pas mal, qui est la pratique de l'hypnose, et je reviens sur la question de l'alternative qui était posée par M. Pidou. En fait, dans la pratique de l'hypnose, majoritairement, par exemple, auprès d'un patient douloureux chronique, l'intervention va avoir pour but que le patient devienne le plus rapidement autonome par rapport à la prise en charge, avec un équilibre qui va se trouver entre les stratégies médicamenteuses et puis les autres formes de stratégies à visée thérapeutique. Et évidemment, si l'hypnose peut permettre de diminuer les prescriptions antalgiques ou d'avoir un recours premier qui ne soit pas sur les médicaments, mais qui soit sur du non médicamenteux, par exemple, quelqu'un qui aurait des céphalées chroniques quotidiennes, plutôt que d'aller directement sur son traitement, qu'il voit en fonction de l'intensité et du contexte, si d'autres choses peuvent permettre d'éloigner cette céphalée, c'est évidemment l'objectif. C'est-à-dire que le non médicamenteux vienne réguler autant que possible une prise en charge pour que le patient soit le plus autonome possible, quitte à ce qu'il prenne le moins de chimie possible, évidemment. Maintenant, il y a un certain nombre de situations dans lesquelles, clairement, les patients parce que le parcours de soins a été fait comme ça, en fait, vont prendre des médicaments et puis parce qu'ils vont commencer à faire une activité physique adaptée, parce qu'ils vont apprendre à respirer un peu autrement, à faire des pauses dans leur journée, apprendre des techniques d'auto-hypnose et ou des pratiques de méditation, etc., vont commencer à mettre la question du médicament en arrière-plan et parfois, il est vrai, le médicament va sortir du jeu. C'est-à-dire que le patient va trouver un équilibre et, j'allais dire, une sorte de terrain d'entente avec sa symptomatologie qui lui permet, dans certains cas, de pouvoir effectivement faire fi de ce qui avait été pendant un certain temps le recours premier et le secours premier de ces patients. Dans ce sens-là, on pourrait dire, dans certains cas, parfois, l'hypnose est alternative. Un autre exemple, il y a des études notamment les premières qui ont été faites en France de prémédication chez l'enfant concernant les interventions chirurgicales qui ont montré notamment qu'une action par hypnose était équivalente en termes d'efficacité d'une prémédication pour soulager l'anxiété du patient en préopératoire. Dans ce cadre-là, on pourrait se dire, du point de vue vraiment de l'adjectif, c'est alternatif. Mais la distinction, c'est que ces effets-là qui sont possiblement obtenus avec l'hypnose ne sont pas l'intention première. Je vais citer un dernier exemple, après je m'arrêterai pour laisser la place bien sûr à d'autres questions, mais il m'est arrivé parfois en position de reviewer, c'est-à-dire de relecteur d'articles avant publication, de tomber sur des études dans lesquelles les auteurs avaient mis en place deux groupes, c'est-à-dire un groupe dans lequel
le patient avait une prise en charge classique, prémédication, etc., et un groupe, en fait, dans lequel il n'y avait que l'hypnose, alors même que ce qui est préconisé, c'est qu'il y ait justement ces prémédications. Et ce que les études montraient, c'est qu'avec l'hypnose, les gestes concernés étaient possibles, mais lorsque vous interrogiez le patient sur « est-ce que vous referiez le geste dans les mêmes occasions ?» à 70%, il disait certainement pas. C'est-à-dire que du point de vue de l'intervention, le geste avait été possible, mais dans des conditions qui ne sont pas satisfaisantes pour les patients. Et donc, stricto sensu, évidemment, quand une pratique complémentaire, non médicamenteuse, on peut l'appeler comme on le souhaite ici, là pour l'instant dans l'exemple que je donne, vient dans certains cas suppléer à quelque chose qui était présent parce que le patient il trouve un bénéfice sans se mettre en danger ou sans qu'il y ait une perte de chance par rapport à autre chose, oui, du point de vue de la langue française, c'est un adjectif, c'est alternatif, mais l'intention n'est jamais de venir substituer de prime abord quelque chose, c'est au décours du parcours de santé que l'on voit jusqu'où le patient peut aller, et encore une fois, ce n'est pas l'objectif que de venir supplanter l'existant et l'efficace. Marie, position de médecin, va pouvoir dire les choses plus complètes que moi là-dessus, il faut juste que le micro soit remis. Je vais aussi rebondir, mais très, très brièvement, parce qu'elle t'est destinée la question, Antoine. Il y a 2 axes, mais le premier, tu as largement répondu, mais si c'est incomplet, on pourra effectivement y revenir. Et le deuxième, c'est effectivement, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui accusent de vouloir qui nous accusent de vouloir institutionnaliser des pratiques non éprouvées scientifiquement? Et je trouve effectivement la question très intéressante. Déjà, pour rappeler qu'on ne cherche pas à les institutionnaliser, mais elles sont déjà institutionnalisées. Elles sont déjà dans l'écosystème de santé, sauf qu'elles y sont de manière formelle et non structurée. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est de rappeler que le temps du terrain n'est pas celui de la recherche. C'est-à-dire que si on attend de valider la sophrologie avant de pouvoir y donner accès, bon, faut retirer de partout, il faut retirer de la Ligue contre le cancer les séances de sophrologie, il faut les retirer des EHPAD, et je ne crois pas que ce soit forcément pertinent. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les évaluer, bien entendu, il faut les évaluer, et finalement, c'est un enjeu qui est global, celui de la recherche, celui de la loi, de la réglementation, de l'encadrement, et celui finalement de la formation. Pour moi, l'enjeu est là, c'est-à-dire de pouvoir sécuriser les pratiques avec des formations plus homogènes, plus solides quand elles ont besoin de l'être, qui permettent déjà de sécuriser les usages et les pratiques, et en parallèle d'avoir une démarche d'évaluation scientifique et de pouvoir les insérer dans les établissements de santé, mais il ne s'agit pas de les insérer puisqu'elles y sont déjà, mais de se dire que les professionnels qui sont insérés dans les établissements de santé soient solidement formés à ces pratiques, à l'image de ce que Marie Fleutia expliquait tout à l'heure avec la formation des professionnels. Voilà pour cet axe, et je ne sais pas si Antoine, tu as lu la question et si tu veux Oui, mais compléter peut-être donner d'abord la parole à Marie parce qu'elle voulait rebondir sur ce que je disais, ensuite je reprendrai les questions avec grand plaisir. Oui. Souhaitais prendre la parole. Du coup, je vais revenir un tout petit peu en arrière sur l'histoire des médecines alternatives. En fait, ce que nous, on constate dans le cadre des patients qui ont des douleurs chroniques, qui consultent chez nous, c'est que très clairement, les gens arrivent après avoir été opérés, d'avoir eu plein de médicaments et d'avoir tous les effets indésirables. Et très souvent, ils déposent en disant « mais de toute façon, moi, je ne veux plus de médicaments. Maintenant, vous me trouvez autre chose. » Donc là, c'était la première fois qu'on m'avait posé cette question, c'était il y a 20 ans. Au début, c'était un peu compliqué. Je ne savais pas faire autre chose. Moi, je suis médecin. Donc pour moi, à l'époque, un symptôme égale un médicament. Donc, ce n'était pas évident de répondre à ça. Il a fallu réfléchir, regarder ce qui existait, regarder ce qui était validé scientifiquement et l'utiliser. Après, ce qui se passe, c'est que ces patients-là, finalement, ils rentrent dans une forme de parcours de soins. Ça peut être un moment où, pendant un temps, ils n'auront effectivement plus d'autres traitements. Et puis, par contre, si un jour, il y en a un nouveau besoin, eh bien, on va se reposer la question ensemble et remettre en place ce qu'il faut. Donc, finalement, c'est des moments où les thérapies fonctionnent en complémentarité ou parfois en alternatif. Ça dépend du parcours de soins et du parcours de vie du patient. Donc, ce n'est pas si carré que ça. Je trouve que ça glisse de l'un à l'autre, en fait. Là, je voulais juste revenir sur ça. Oui, tu veux que je reprenne le fil des questions, Véronique? Pardon? Tu veux que je reprenne le fil des questions? Je te voyais en difficulté avec ton micro. Oui, il y a une autre question, je ne sais pas si tu veux y répondre, et après on peut passer la parole à Jérôme Brunel. Oui. Georges Margossian, évalue quoi le professeur... Alors oui, je le relis, pardon. Évalue quoi le professeur Grégory Nino estime que dans les médecines non conventionnelles, il y a souvent une confusion entre le diagnostic et l'intervention. En fait, celui qui fait le diagnostic n'est pas forcément celui qui est amené à intervenir. Un médecin généraliste, par exemple, un psychothérapeute, n'est pas forcément praticien
des pratiques dont on est en train de parler. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément la confusion entre les deux. Ça peut être deux temps qui peuvent être distincts. Et effectivement, pour aller sur le deuxième aspect de votre question, on milite plutôt pour le pôle scientifique pour qu'effectivement, il s'agisse, si jamais ça doit être un même praticien, de deux temps différents, c'est-à-dire qu'il y ait un temps diagnostic et un temps effectivement de pratique, ne serait-ce que parce que finalement les pratiques n'ont pas toutes les mêmes indications, et même au-delà des indications, toutes les pratiques ne sont pas forcément les meilleures choses pour le patient qu'on a en face. On peut avoir par exemple la méditation, ou d'autres pratiques qui peuvent être tout à fait adaptées pour l'indication, c'est sur le papier pour lequel un patient va venir. Mais il se trouve que parce que le patient a tel profil psychologique ou parce qu'il a peut-être une antériorité avec cette pratique qui a pu ne pas bien se passer, du coup, cette pratique ne va pas forcément être adaptée, ou en tout cas, on ne va pas la proposer à ce moment-là. Et donc, dans la question du diagnostic, se joue très classiquement les symptômes, les signes cliniques, l'établissement du diagnostic et aussi, derrière, quelle orientation ou quelle pratique. Donc, pour répondre le plus complètement possible à votre remarque, ce n'est pas forcément le même professionnel qui va faire les deux, et quand bien même ça serait le même professionnel, on milite plutôt sur le pôle scientifique pour qu'il y ait vraiment deux temps, et avec ce temps diagnostique respecté, pour que le praticien se pose la question de est-ce que ce que j'ai à proposer est réellement pertinent pour l'autre, pas simplement en termes d'indication, mais aussi par rapport au parcours et au profil de l'autre. Donc il y ait ce premier temps qui soit fait, et le deuxième temps qui soit celui de l'intervention. Maintenant que dans une consultation, les choses soient fluides, oui, bien sûr, il peut y avoir des zones qui ne sont pas forcément temps 1, temps 2 de façon aussi serrée, mais déjà pour le thérapeute, de se mettre dans une démarche diagnostique n'est pas la même chose de se mettre dans une démarche de stratégie thérapeutique. Et d'ailleurs, je vois des experts de la MCA, je vois Jean-Pierre Tricot qui est connecté, alors en présentiel aussi, Elisabeth Breton, et puis après l'échange pour tout le monde. C'est bon, Jérôme, tu as Oui, ton donc micro. tout simplement, merci Véronique. Je voudrais dire que je suis membre du comité stratégique et on soutient l'action dynamique de Véronique, qui est entourée par le professeur Bois, etc. Non, je voulais simplement rappeler que le nom de l'agence, c'est AMCA, c'est-à-dire l'Agence des médecines complémentaires et alternatives. Et je trouve que dans le débat que nous avons là, on oublie de citer ce terme de complémentaire. C'est complémentaire. Alors, comme le professeur le dit, parfois, ça peut être alternatif, mais en tout cas, il y a toujours un diagnostic qui est fait et qui est séparé de la médecine dite alternative ou complémentaire. Et nous, notre approche et l'approche que l'on a prise, c'est vraiment une approche complémentaire et alternative, et qui figure bien dans le titre. C'est complémentaire en totalité, c'est complémentaire en partie, c'est alternatif en partie ou alternatif en totalité. Très souvent, c'est quand même complémentaire. Et je trouve que ce degré d'alternatif dans le cursus de soins d'un malade donne au malade une responsabilité et une autonomie ou une prise en compte de sa propre démarche, suivi par évidemment le praticien. Donc, il y a aussi l'intérêt de faire en sorte que le malade prenne bien son cas en main en fonction de, comme les exemples qui viennent d'être cités, d'utilisation d'un peu ou de la totalité de médicaments d'accompagnement. Merci, Jérôme. Alors, je vois que le temps passe et peut-être qu'il y a d'autres questions. Ce que je propose, c'est juste de faire intervenir peut-être Alice, Elisabeth, Jean-Pierre, si Jean-Pierre a quelque chose à dire, qui font partie de l'écosystème, et puis de passer aussi à s'il y a d'autres réactions, puisqu'il nous reste à peine une vingtaine de minutes. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette intervention. Pour la transition, Jean-Marc Gaussian, de quoi parle-t-on d'approche, de mode de vie ou de méthode thérapeutique? Effectivement, on essaye de distinguer les trois champs à l'AMCA, c'est-à-dire on ne se centre pas sur une pratique dans son ensemble, on essaie plutôt de partir des champs en disant quel est l'objectif, quelle est l'intention, puis qui, pourquoi, comment, avec quelle formation. Mais effectivement, on ne mélange pas ces champs-là, on essaie plutôt de réfléchir à chacun des champs du mieux possible.
souvent la difficulté. Et de rappeler aussi à la suite Voilà, effectivement c'est de bon, ce on t'entend là. qui vient d'être dit, que la dimension Moi, je voulais du... juste Ah, rebondir sur des questions qui ont été évoquées, peut-être pas à la fin, mais sur cette notion de qualité et sécurité. Sont des notions, c'est un peu le fil conducteur et qu'on a voulu aussi instituer aux deux espaces qui sont l'espace de santé durable et l'espace de formation, qui s'adressent finalement à différents publics. L'espace de formation, il s'adresse quand on discute avec une entreprise aux salariés sur des questions de qualité de vie, puisque bien sûr, l'obligation des entreprises, c'est aussi de s'occuper de la santé de ses salariés, donc par la voie de la prévention, c'est pouvoir proposer des actions différentes qui vont prendre en compte les pratiques complémentaires ou pas, puisqu'il y a différents volets dans le terme de formation. C'est aussi des salariés qui s'occupent de l'accompagnement de personnes susceptibles d'être fragiles par leurs conditions. Et du coup, c'est aussi de la formation de montée en compétences, qu'elle s'adresse à des salariés, qu'elle s'adresse ensuite aux praticiens également. C'est une discussion qu'on peut avoir avec les écoles de praticiens, les écoles agréées, qui ont envie et qui réfléchissent à mettre en place dans le cursus initial quelques jours de formation sur la posture, sur la question des dérives, sur la question de la dérive sectaire et la différence avec les dérives, la dérive thérapeutique. Qu'est-ce qu'une dérive involontaire, une dérive volontaire, des choses à développer qui sont essentielles, toujours dans cet esprit de continuum de garder la qualité et la sécurité des pratiques. C'est aussi, et je reprends la formule d'Antoine, de l'éducation du public. Donc, c'est aussi des formations, des actions. Quand je parle de formation, je pense que je devrais aussi citer des conférences, des séminaires, des ateliers qu'on peut mettre en place et qui peuvent participer à l'éducation du public en termes de prévention pour le citoyen qui appartient à une association, à un public plus fragilisé, encore une fois par sa condition. Et donc, c'est ce que disait Véronique tout à l'heure, les questions de l'accompagnement, de la relation, de la communication. Il y a un tas de choses encore à développer. Merci Alice. Elisabeth, peut-être? Ah oui, c'est vrai qu'il faut du coup venir ici pour échanger avec... Merci. Bonjour tout le monde, ici présent et à distance. Bon, ce n'était pas prévu, mais je profite de l'occasion de dire que en tant que représentante d'une collégiale associée avec des fédérations et des syndicats de réflexologie, sur lequel on a beaucoup avancé au niveau d'un référentiel commun, au niveau du métier de réflexologue. Actuellement, la démarche avec CAPNOR pour la normalisation du métier et surtout la qualité professionnelle des réflexologues. La MCA, ça fait dès le début, en fait, j'accompagne aussi l'évolution. Et on a déjà travaillé ensemble sur une première organisation très professionnelle entre la MCA et le monde des réflexologues, avec d'autres aussi professionnels. On a coécrit également, on a participé à cette coécriture de l'ouvrage sur la réflexologie, les 20 grandes questions. Et je trouve ça très intéressant parce que je connais très bien aussi professeur Nino et Kumik et Jetkop et Inpice, mais la particularité que je trouve intéressante au sein de la MCA, c'est ce côté lien direct avec les professionnels du terrain qui peut apporter un peu le lot de leur quotidien en lien avec la posture, l'éthique, les problématiques qu'on retrouve aussi. Et cet échange intéressant des points de vue qu'on peut aussi nous-mêmes aussi encadrer, un petit peu mieux améliorer pour répondre aux besoins de cette évolution sociétale en lien avec la prévention, la santé et le bien-être. J'espère que... Merci Elisabeth. Merci. Merci Elisabeth. Est-ce que Jean-Pierre, tu veux dire quelques mots? Le père de l'art-thérapie en France. Appelle-moi papa. Je ne me permettrai pas. Oui, oui, bah, c'est ça, c'est qualité, sécurité. Et qualité, sécurité, c'est vrai que moi, j'ai lancé ça en effet en 73. Et depuis maintenant, l'art-thérapie a été reconnue. Moi, j'ai fondé une école dans les années 40. Non, il y a plus de 40 ans. Mais le problème, c'est que maintenant, c'est complètement à la mode. Ce qui veut dire qu'un cahier de coloriage, ce qui veut dire que des formations de quelques heures,
avec réponse sur QCM. Ce qui veut dire que des formations uniquement en distanciel, avec des reconnaissances européennes dont je ne vois pas d'où ça vient, avec des formations qui, plus ou moins, sont du côté de sectes. C'est vrai, je suis un petit peu obsédé de quelque chose qui a, il faut peut-être le dire aussi, qui est dans le cure, mais aussi qui est dans le care. Hein, je crois que c'est aussi toute la prévention et tout le bien-être commun, comme tu l'as dit. Ce n'est pas seulement vers les maladies, hein, c'est aussi vers le bien-être, vers le mieux-être, etc., y compris d'un point de vue aussi social et sociétal. Donc, je suis un petit peu effaré que là, il y ait la possibilité pour des gens qui s'estiment, on parlait de psychothérapie tout à l'heure, et c'est aussi bien parce qu'il y a tellement de bagarres autour de la psychothérapie que la MCA ne s'en occupe pas trop. Hein. Aussi, le problème que enfin, le problème du rapport entre être psychothérapeute, ce que je suis aussi par ailleurs, je suis psychiatre, etc., je suis même neuropsychiatre, et le problème du diagnostic. C'est un problème qui n'est pas si simple que ça. Et je pense qu'en réflexologie, ça se pose aussi. En hypnothérapie aussi, il faudrait en parler avec mon collègue que je connais bien, Antoine. Mais est-ce que le diagnostic est forcément là qui induit une attitude? Ou est-ce que le diagnostic ne vient pas au fur et à mesure? Enfin bon, il y aurait beaucoup de choses à discuter en psychothérapie. Est-ce qu'on doit faire forcément le diagnostic au départ? En tout cas, oui, moi, je me sens un petit peu responsable. Il va falloir que vraiment je trie les sérieux avec des écoles de plus de 20 ans, par exemple, c'est un critère tout simple, hein, et les gens qui s'estiment capables de faire une psychothérapie sans du tout avoir vraiment travaillé ni sur eux-mêmes, ni appris ce que c'est. Donc, de jouer avec, et c'est vrai que moi, je suis un peu obsédé par le danger de pratiques irresponsables où il y a des gens qui s'estiment « Ah oui, tu m'as fait ce dessin rouge, ça veut dire ton agressivité. » Ne parlons pas des gens qui « Tu m'as fait un dessin au bord de la mer, c'est que tu as des problèmes avec ta mère. » C'est-à-dire des choses absolument aberrantes, mais qui sont extrêmement courantes. Voilà, donc c'est vrai que là, ça m'intéresse beaucoup, la MCA. On a pas mal travaillé sur le bouquin des 20 questions, des 20 grandes questions sur l'art-thérapie, sur les arts-thérapies, mais là, il y a quelque chose qui est une responsabilité de trier le grain de livret. Voilà. Voilà ce que je viens de dire. Merci beaucoup, Si en plus il y a une question de mer rouge, alors on s'est foutu. C'est une très bonne chose j'allais dire presque de terminer, il nous reste un petit quart d'heure, sur cette notion de risque, de dérive en lien direct avec la formation. La dérive, elle est rarement sectaire hein, dans ce champ-là. La question de l'emprise mentale, quand on va vers des médecines douces, pour reprendre ce terme, j'allais dire, sociétal, elle est marginale. En revanche, la dérive thérapeutique est beaucoup plus fréquente et la dérive également, Antoine le dit souvent, involontaire, c'est-à-dire des praticiens qui ne sont pas suffisamment formés ou en manque de connaissances et de compétences et qui ne veulent pas forcément mal faire, mais qui du coup de fait, n'ont pas forcément une approche qui est adaptée avec l'usager, a fortiori quand l'usager est en situation de fragilité. Et là, je crois que c'est un enjeu aussi, évidemment, à l'État, j'allais dire, d'agir, puisqu'on se retrouve finalement face à pléthore d'écoles qui ne sont pas interdites et qui peuvent finalement proposer, j'avais vu le lien effectivement, Jean-Pierre, que tu m'avais envoyé, d'une formation en 2 jours à distance pour mettre sa plaque d'art-thérapeute et c'est pas interdit, effectivement, ça me dérange parce que je me dis que l'usager qui va être en position de fragilité, qui va se retrouver face à cet art-thérapeute, entre guillemets, va desservir finalement toute une profession qui se structure, qui avance, qui a des choses à faire avec des personnes. Donc voilà un des problèmes et ça, on peut démultiplier ces situations avec les pratiques. Et je vais passer la parole directement au docteur Jean-Pierre Tricot, merci d'être là, qui fait partie également de nos experts, qui est médecin à la Ligue contre le cancer de mémoire, qui chapeaute le comité du LOT, si je ne dis pas de bêtises. Merci beaucoup Jean-Pierre d'être là et je te laisse la parole. Oui, non, je voulais un petit peu compléter. Une grosse question qui se pose à nous maintenant,
c'est, puisqu'on finance des soins de support à des personnes atteintes de cancer, c'est de voir des propositions de méthodes pluricartes. Il va faire et de la sophrologie, et de la réflexologie plantaire, et de l'art-thérapie. Et nous, on ne sait plus vraiment à quel sens vouer, quoi. Comment financer ça dans des bonnes conditions de sécurité pour les patients qui ont l'offre. Et la multiplication des activités sur une même carte, je trouve, est de plus en plus gênante. Voilà, pour pouvoir décider. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, dans la salle. Ah bah oui, du coup, oui, on n'avait pas pensé à cet aspect-là, mais ce sera plus... Comme ça, vous parlez au public qui est là. Bonjour, Jérôme Poirot, je suis le président de l'Omnes, qui est la principale association de naturopathes en France. Et déjà, je vous remercie pour cet événement, pour mieux comprendre un petit peu vos activités. Et justement, je me posais la question de comment faire, en plus des actions qu'on peut mener au sein d'organisations professionnelles comme la nôtre, par exemple, sur des actions avec l'AFNOR, sur la normalisation des pratiques, avec France Compétences, sur l'inscription des formations au RNCP. Comment est-ce qu'on pourrait peut-être renforcer la collaboration qu'on peut avoir avec vos équipes, même si j'ai compris cette dimension, ces moyens matériels plus légers, renforcer cette collaboration justement pour mieux informer, mieux sécuriser, mieux qualifier les parcours pour les usagers, les formations, et puis peut-être aussi pour pouvoir intégrer un petit peu la dynamique internationale qui se fait dans les pratiques naturopathiques en particulier, ou les efforts de recherche, le financement de la recherche, ou l'intégration dans les parcours de prévention et de soins, et puis aussi, je dirais, la régulation est souvent bien en avance par rapport à la France. Voilà. Tout un programme, j'ai envie de dire, qui concerne, j'ai envie de dire, tout un tas de pratiques. Alors, j'ai eu plusieurs réponses qui me sont venues et sans doute que peut-être Antoine voudra compléter. Je vais parler du volet d'information que vous avez évoqué. Il y a effectivement à faire. Alors, on essaye. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on informe sur toutes les pratiques, pas seulement celles qui ont une assise et pas seulement celles qui présentent des risques et des dérives. C'est-à-dire qu'à l'interface, il y a tout un tas de pratiques qui sont déployées et qui sont utilisées et qui suscitent l'intérêt des Français. La naturopathie en font partie. Donc, on a commencé avec des fiches pratiques. De mémoire, on a une fiche pratique sur la naturo, mais il faudrait qu'on aille plus loin. Ça, ce sont des actions qu'on peut tout à fait mettre en place qui permettent tout simplement d'informer. Sur la norme AFNOR, là, je veux bien que Elisabeth rebondisse parce que justement, c'est ce qu'elle a initié actuellement. Et je crois qu'une des problématiques, alors là, c'est vraiment, je vais prendre la casquette de la personne qui dirige les collections d'ouvrages sur ces pratiques. Un des éléments que j'ai pu repérer sur les différentes pratiques, c'est-à-dire que les organisations praticiens entre elles, je ne sais pas pourquoi, se tapent dessus et se détestent. C'est-à-dire qu'on n'est pas d'accord sur la définition, ma pratique et ma conception, c'est la meilleure, je fais très simple et très schématique pour être ça. Et du coup, ce que je veux dire par là, c'est que ça devient très difficile d'avoir une démarche homogène pour le grand public et pour les pouvoirs publics, de se retrouver sur une définition dès lors où sur le terrain, il n'y a pas de consensus. Et ça, pour moi, c'est le point de départ pour aller vers une forme de normalisation globale. Et là, Elisabeth, je te passe la parole parce que justement, ce qu'a mis en place Elisabeth est absolument formidable, puisque au-delà du fait qu'elle ait créé donc, la première école en réflexologie et obtenu le titre RNCP en France, là où il n'y avait absolument rien, et je ne donne pas tous les autres détails, elle a réussi à fédérer autour d'elle les grandes organisations de la réflexologie qui n'étaient pas forcément d'accord avec la définition, mais ils ont réussi à se poser autour d'une table et à travailler sur un référentiel commun en vue d'apporter ça à AFNOR. Mais ça, effectivement, ça demande, j'allais dire, du temps. Et je crois que cette notion, alors, est-ce que c'est AFNOR? Est-ce que c'est le RNCP? Voilà, est-ce que, in fine, c'est pas la réglementation? Est-ce que c'est pas une étape intermédiaire avant d'arriver vers la réglementation? Je ne sais pas, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la démarche de terrain unifiée doit être effectivement présente. Et là, je parlais, mais pour terminer là-dessus, au ministère de la Santé, il y a quelques temps, et il y a quelques jours aussi à Matignon, et je me souviens d'une des réflexions, alors je crois que c'était à la Santé, qui me disait, mais on a du mal à se repérer parce que finalement, quand on rencontre plusieurs représentants d'organisations praticiens, ils ne disent pas la même chose. Pour un tel, la pratique, c'est ça, pour un tel, c'est ça, pour un tel, on sent que la médecine, on s'y oppose, et pour un tel, il faut s'y intégrer. Donc, ils sont complètement perdus. Et donc, tant que le discours de terrain, à mon sens, est professionnel, ne
sera pas structuré, ce sera beaucoup plus difficile face à un sujet qui est difficile à comprendre, qui est riche finalement de représentation aussi pour le grand public et a fortiori aussi pour les pouvoirs publics. Est-ce que tu veux réagir, Elisabeth ou... D'accord. D'accord. C'est vrai que c'est très difficile du fait que nos pratiques, nos métiers ne sont pas réglementés à ce jour et on n'a pas une branche professionnelle non plus dans laquelle on peut en effet avoir notre place dans le domaine de la prévention, dans la complémentarité à la santé avec d'autres professionnels. Et ce qui nous a été dit, il fallait homogénéiser entre nous en interne. D'abord, chaque métier, chaque pratique se structure, se norme, se labellise, peu importe, se référence. Et après, on pourra peut-être montrer qu'on est plus unis pour défendre une vision du métier, pour défendre un référentiel commun par rapport à tous ces praticiens dans chacune de ces disciplines. Et après, on peut montrer qu'on a des gens compétents qui répondent à un cahier de charge, à un cahier référentiel au niveau des blocs de compétences. Et c'est comme ça que peut-être la confiance peut s'installer et coopérer, collaborer par intermédiaire des agences comme la MCA, dans la recherche avec AMCA, avec INPICE, avec d'autres structures qui sont savantes, et où on peut avoir tous notre place, mais chacun avec ses compétences, ses limites et son champ d'intervention. Merci. Je vois que Marie veut intervenir. Paul, est-ce que tu peux… Oui, c'était pour rebondir un peu sur ce qu'a dit M. Tricot et ce que vous veniez de dire. Moi, je trouve ça, effectivement, il faut effectivement que chaque pratique puisse s'homogénéiser, être référencée. Mais après, je pense qu'on faire attention à ne pas aller avec l'écueil des médicaments. On a imaginé pendant longtemps que le même médicament serait la même… Pardon, excuse-moi Marie, mais en fait, il faudrait couper le micro de votre côté, Véronique, parce que du coup, le Marie est haché. On entend également la salle. Merci. C'est bon? Vas-y, Marie. Oui, c'est bon, Marie. Oui. Je disais qu'il fallait faire attention aussi dans ce qu'on disait. Ça me faisait penser à ce que disait M. Tricot tout à l'heure. On se retrouve avec un patient qui va faire plein de choses différentes et on ne sait pas très bien dans quel ordre lui proposer les choses. Alors, évidemment, on l'adresse vers ce qu'on connaît en général et puis les ressources qu'on a autour de nous et puis avec la validité scientifique qu'on souhaite. Mais ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas aller dans l'écueil des médicaments où on pensait qu'un seul traitement allait sauver tout le monde. Et de la même manière, évidemment, on se rend compte maintenant que les médicaments, il faut évidemment les adapter aux personnes. Et là, je pense que là, c'est pareil, les patients ne répondront pas de la même manière. Et il y en a qui vont aller plus facilement vers l'art-thérapie et c'est ce qui leur parlera rapidement, d'autres plus facilement vers l'hypnose, etc., etc. Et ça, je pense que c'est un champ de recherche qui est très important. Mais en tout cas, il ne faut pas imaginer que chaque technique parlera à tout le monde, comme on a pu faire pour le médicament. C'était juste pour rebondir sur ça. Donc, moi, je sais que ma petite expérience d'hypnose et de méditation fait qu'on voit bien que certains patients vont plus facilement vers l'un ou vers l'autre et que spontanément, c'est plus facile pour eux l'un ou l'autre. Donc, déjà, de partie de là, on cherche à s'adapter à ça. Voilà, c'était juste pour parler un peu du point de vue patient que j'imagine. Merci. Et je vais justement rebondir un tout petit peu parce qu'il y a un élément que je n'ai pas évoqué ou en tout cas, je n'ai pas insisté là-dessus, mais ça fait partie aussi de notre objectif. C'est-à-dire que quand on a créé au démarrage la MCA, on a eu beaucoup d'organisations de praticiens ou de praticiens qui sont venus à nous avec l'idée qu'on irait vers une valorisation spécifique des pratiques. Nous, notre enjeu, et on l'a dit dès le démarrage, c'est cette santé, cette vision intégrative à l'image de ce que disait justement Marie Flocha. Chaque pratique, une pratique va correspondre à une personne et pas une autre, et puis peut-être à un moment donné et à un autre moment. Et ce qui me semble aussi aujourd'hui manquant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'ostéopathe ne sait pas ce que fait l'art-thérapeute. L'art-thérapeute ne sait pas ce que fait le réflexologue, etc., etc. Et là, je crois qu'il y a un besoin de créer une notion de parcours. Alors, évidemment, de parcours, j'allais dire cure-care dans cette logique d'intégration, évidemment, mais aussi que demain, l'ostéopathe puisse orienter vers un art-thérapeute, etc. Et donc ça, c'est une dynamique qui demande aussi de sensibiliser les praticiens, pas seulement au champ des fragilités, pas seulement à leur pratique
diagnostic initial pour laquelle ils sont formés, mais aussi aux enjeux de santé intégrative et aux différentes techniques. Alors, il ne s'agit pas de les former à ces autres techniques, mais de les sensibiliser pour pouvoir aussi orienter de manière pertinente une personne qui ferait appel à une pratique et auprès duquel le praticien pourrait dire peut-être que vous devriez aller plutôt vers telle autre pratique, etc. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle, en tout cas, les formations qu'on peut mettre en place du point de vue des praticiens, réunissent tous les praticiens. On ne voulait absolument pas avoir une formation spécifique pour les ostéopathes, une formation spécifique pour les autres praticiens, mais de pouvoir réunir, créer du lien, parce que la notion finalement de posture, d'orientation, etc., concerne tous les pratiques, quelle que soit la technicité initiale. Voilà un petit peu ce que je voulais dire et c'est fini. Donc là, il nous reste quelques minutes et donc peut-être pour rebondir s'il y a des dernières questions ou Antoine, si tu veux clôturer. Enfin, voilà. Je ne sais pas s'il y a des dernières questions. Sinon, moi, j'occupe le terrain que tu me donnes. Hein. Donc, mais s'il y a des questions, ça peut être plus intéressant que j'y réponde. En tout cas, il y avait dans les derniers échanges qu'il y a eu, depuis d'ailleurs la question du diagnostic, il y avait vraiment en liminaire à la question de la formation. Et il me semble d'ailleurs que le CUMIC est en train de réfléchir à une sorte de base commune de formation, quelles que soient les pratiques. Et pour rebondir sur la question du diagnostic tout à l'heure, ça ne me paraît pas particulièrement adapté parce que, comme je le disais, en fait, il ne s'agit pas que tous les patients systématiques par an passent entre les mains d'un médecin pour un acte diagnostique, sinon il va y avoir un encombrement terrible, mais c'est qu'il y ait d'abord que ce soit fait lorsque c'est pertinent d'emblée, bien sûr, et notamment lorsqu'il y a une chronicité d'un symptôme qui est en train de s'installer, mais qui est surtout la formation de l'ensemble des personnes qui interviennent dans le champ de la santé au sens large pour pouvoir aussi avoir des balises de dangerosité en disant « Oh là, il me faut un avis complémentaire », mais qui est aussi celle que l'on a quand on est thérapeute. Moi, je suis psychologue, je n'ai pas une connaissance de la santé qui est holistique et pléthorique, ce qui veut dire que j'ai dû me faire mon oreille et parfois, effectivement, je fais faire appel à un collègue médecin, une collègue médecin pour dire « Tiens, j'ai entendu ça, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a besoin d'aller plus loin ou pas ?» C'est-à-dire qu'on a tous notre champ d'expertise, mais qui, en tout cas, dans la transmission, y compris dans la transmission initiale, parce qu'il y a beaucoup de formation continue, mais au moins dans la formation initiale, qui est en tout cas une sensibilisation, plus que ça, même une éducation à entendre également lorsque le patient peut nécessiter qu'il y ait soit un diagnostic plus formel qui soit fait, soit des choses plus complémentaires et à qui l'adresser. Je trouve que cette réflexion au niveau de la formation, elle est tout à fait nécessaire, d'où aussi le partage, la discussion entre les différentes personnes et groupements et associations qui sont impliquées pour réfléchir à tout ça. Et je trouve que l'entreprise, elle est compliquée, pour reprendre ce que je disais au début, parce que c'est un champ, encore une fois, qui amène des passions, qui est un champ large, qui impose, qui nous bouleverse aussi dans nos façons d'envisager la médecine, qui nous interroge aussi sur quel est ce que l'on appelle santé pour nous. Donc, il y a quelque chose qui est très massif par rapport à ça, mais il y a aussi des enjeux qui sont tout à fait passionnants et effectivement d'arriver à rentrer en dialogue pour sortir les uns et les autres, moi en premier, de parfois les certitudes que l'on peut avoir, pour essayer de construire, de modeler justement cette santé de demain un peu autrement, dans l'écoute des besoins, dans cette double place que l'on peut avoir aussi d'être à la fois professionnel, mais aussi patient à certains moments. Il y a quelque chose de très beau qui est en train de se construire, en même temps que, il ne faut pas le nier, c'est un sujet compliqué, passionnel, et qui demande beaucoup de capacités pour laisser la place aux autres, ce que je fais de suite. Alors, on va terminer en répondant aux deux dernières questions. Peut-être les deux premières, Antoine et Marie voudront peut-être répondre sur les études en cours sur le sujet. Et sur la deuxième, donc je la lis, donc l'agence gouvernementale qui avait suscité pas mal de polémiques n'est plus d'actualité. Oui et non, j'ai envie de dire, puisque cette proposition donc, de résolution qui avait été déposée à l'époque par 8 parlementaires sous l'initiative de Agnès Firmin-Lebedeau avait effectivement suscité beaucoup de
de questionnement, et c'est normal, je crois, dans les médias. D'un côté, on entendait enfin super, on avance sur le sujet, c'est une première en France, et d'autres disaient oh là là, mais au secours, finalement, on va mettre des médecines complémentaires absolument partout. Rappelons, et on le sait, et ça a été dit dans le chat, que des résolutions existent européennes de 97 et 99, et que finalement la proposition de résolution française ne fait que rappeler les balbutiements de ce que disaient déjà les résolutions votées de 97 et de 99. Il faut former, il faut faire attention au risque aux dérives, il faut réglementer, il faut encadrer, il faut faire de la recherche. Donc un peu un paysage de bon sens dans cette proposition de résolution. Il se trouve que un nouveau quinquennat est arrivé, que cette question a été mise sur la table du gouvernement visiblement, et que le ministère a annoncé tout récemment officiellement qu'il initiait un travail sur ces questions-là, un travail qui existait avant d'ailleurs, et qui a cessé, je crois, en 2019, peu avant le Covid, et qui avait été mis de côté, et qui était essentiellement matérialisé par des études financées par l'INSERM et un groupe d'avis techniques qui se réunissaient de temps en temps pour parler des pratiques potentiellement prometteuses et dangereuses, mais disons qu'il n'y avait pas de concrétisation par rapport à ces réflexions. Aujourd'hui, l'État s'est clairement positionné, en tout cas le ministère de la Santé, en lien avec la mission interministérielle de lutte contre les dérives sectaires, pour mettre ce sujet sur la table. Après, la façon dont ça va être fait, les axes qui vont être abordés, nous le verrons, mais je crois que c'est un signe fort qui finalement s'inscrit dans la continuité des actions qui ont été menées par l'écosystème, par cette proposition de résolution, et qui avait d'ailleurs été portée par Agnès Firmin-Lebedeau, qui animera ce groupe même au sein du ministère. Donc, en tout cas, moi, je le perçois comme une continuité salutaire de ces actions qui sont initiées par tous les acteurs de terrain. Voilà pour cette question, et puis peut-être Antoine et Marie sur les études scientifiques. Ouais, je vais lire du coup la question de Véronique Vasselin. Étaient les études scientifiques mesurables, elle l'a mis entre guillemets, en cours sur les résultats également entre guillemets obtenus, pourcentage de satisfaction, évaluation de la douleur, diminution des recours médicamenteux, etc. Et pour quelle discipline? Alors, une réponse promis courte, mais en 3 temps. La première, c'est que comme le disait Marie tout à l'heure, en fait, il faut faire attention de ne pas appliquer, et malheureusement, ça existe encore, la même pensée pour le non médicamenteux que pour le médicamenteux. C'est-à-dire qu'effectivement, on voit encore beaucoup d'études qui sortent sur telle indication, efficace, pas efficace. Et bien évidemment que c'est important, mais avec précisément la question des pratiques complémentaires et du non médicamenteux, il n'y a pas que ça qui rentre en ligne de compte, et notamment ce qui est en train d'imposer ou de réimposer en fait ces approches-là en lien avec la question que vous posez, c'est un bouleversement dans les méthodologies, et en particulier vraiment de mettre en avant ce qu'on appelle les méthodologies mixtes, c'est-à-dire à la fois quantitatives, effectivement, symptômes, présence, absence, augmentation, diminution, stagnation, mais aussi une partie qualitative, c'est-à-dire ce qu'on appelle parfois le savoir profane du patient, c'est-à-dire de dire il y a un savoir qui est un savoir scientifique du côté des thérapeutes ou des chercheurs, mais absolument au même niveau, il y a la connaissance qu'a le patient en fonction de son expérience de vie et en fonction également de la façon dont il vit et dont il traverse un événement que l'on appelle maladie, symptômes, etc. Et les méthodologies mixtes, en fait, donnent une équivalence, un poids équivalent pour essayer d'entrer dans un phénomène, dans un symptôme, dans une circonstance de vie, et se poser la question de, lorsque l'on intervient dans ces circonstances ou dans cette expérience de vie, de quelle façon est-ce que l'on va organiser les choses les plus pertinentes, pas forcément uniquement dans le sens de vouloir absolument la disparition ou la diminution du symptôme, mais parfois, ça peut être aussi, et c'est souvent complémentaire évidemment, dans l'expérience améliorée du patient, de ce qu'il vit en fait au quotidien. Et donc il y a en fait actuellement les études menées, j'allais dire de façon intelligente, pardon, c'est pour aller un peu vite, sont plus en fait autour de cette méthodologie-là particulière, et c'est vraiment le travail admirable qui est fait par la société de Grégory Nino dont je parlais tout à l'heure, qui pose les questions, en fait, non pas pour l'instant en termes d'indication, mais qui repose les questions de la méthodologie. C'est-à-dire qui pose la question des critères et des critères méthodologiques qui permettent de rentrer intelligemment, cette fois-ci, sur justement comment est-ce que l'on peut évaluer ce qui est en train d'être fait, avec quelle pertinence, et aussi de faire valoir les différents points de vue et les différentes démarches. C'est vraiment un gros travail qu'ils font et qui est tout à fait intéressant et qui est tout à fait nécessaire dans ce champ-là. Et la troisième partie de ma réponse, le parti pris de l'AMCA
dans les indications que l'on a données, n'est pas du tout de se substituer à ce travail-là ou de vouloir concurrencer la société savante. Les études qui sont faites au sein de l'AMCA sont des études type ce que l'on appelle actuellement les recherches-actions, c'est-à-dire lorsque l'AMCA va être sollicité pour une intervention dans un service, dans un EHPAD, etc., il y a un souci d'évaluation clinique de l'activité. Et donc, du coup, l'activité de recherche que mène l'AMCA est beaucoup une recherche, en fait, clinique sur le terrain, type ce qu'on appelle recherche-action, c'est-à-dire vraiment aux prises avec la vie du service, ce qui s'y passe, et qui est un autre champ, en fait, de recherche, qui a des critères. Parfois, ils se recroisent, bien sûr, avec ce qui est fait de façon plus fondamentale, mais on est sur des champs qui sont complémentaires. Mais voilà, c'est-à-dire les pratiques dans le champ du non médicamenteux pour aller vite, complémentaires, ne doivent pas être calquées sur ceux du médicament absolument. Il y a d'autres critères qui interviennent. C'est aussi une autre pensée particulière centrée sur les valeurs. La médecine fondée sur les valeurs est un mouvement international qui existe, pas toujours sur les preuves telles qu'on l'entend en biomédecine, par exemple. Ça ne veut pas dire que c'est supérieur ou moins bon, c'est juste une approche complémentaire, précisément, différente, mais qui est à intégrer. Il y a tout le champ de l'apport méthodologique, et notamment qui est apporté par cette société savante, qui est absolument nécessaire pour justement créer tout un mouvement d'études tout à fait pertinent pour faire valoir les pratiques dont il est question sur le champ du scientifique de façon indiscutable, pour valider, pour remanier lorsque ça doit être validé, lorsque ça doit être remanié. Et en ce qui concerne les travaux de l'AMCA, on est effectivement sur de l'évaluation qui est de l'évaluation de terrain clinique, des actions pour lesquelles l'AMCA va être sollicité. Donc c'est un autre champ de recherche qui est la menée. Merci beaucoup. Je crois qu'on va pouvoir s'arrêter là. Je remercie tout le monde d'avoir assisté à cette conférence de presse. Nous n'en ferons pas une autre le mois prochain. Merci pour ces échanges, pour ces interactions. Et puis voilà, par vous dire merci d'avoir été là. Je crois que je vais terminer sur ces mots. Et je vais donc couper et dire au revoir également à la salle en présentiel. Et merci à Véronique et à toute ton équipe également pour le gros travail que vous menez depuis 3 ans. C'est impressionnant.